Bonjour, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme de l'industrie pharma. J'ai nommé Thomas Baron. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, tu es L&D Lead pour Takeda. Tu es un homme qui est à l'aise dans l'inconfort. On reviendra un peu plus tard sur ces situations. Et tu es également un homme qui aime parler performance et formation. Alors Thomas, j'ai une première question pour toi que j'adore poser à chaque fois à mes invités. Qu'est-ce que tu souhaitais faire quand tu étais petit ? Alors, c'est une bonne question. C'est marrant parce que mon fils m'a posé la même question. Il a 7 ans. Il m'a posé la même question il y a une semaine. Je voulais être astronaute. Ah ouais, la classe. La super classe. Et en Touraine, là où j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup de fusées qui décollaient. Du coup, j'ai vite changé d'avis ensuite. Mais ça restait quand même... comment dire c'est resté une envie d'aller explorer les choses. De prendre un peu de hauteur sur les choses et puis de vivre une aventure. Et tu as gardé justement ce côté un peu aventurier. Et alors, tu m'as dit quelque chose en préparant cette émission. Tu m'as dit, voilà, moi, je suis une anomalie. Alors là, tu as lâché la punchline, je veux creuser. Est-ce qu'on peut repartir un peu sur le chemin d'abord de l'école ? Quel était ton rapport à l'école ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors, ça fait partie aussi de la fin de mon cursus d'astronaute parce que l'école, pour moi, s'est arrêtée assez vite puisque j'ai fait mon bac et ensuite, je suis allé travailler. Donc, directement dans la vie active. C'est ça. Donc, c'est l'avantage d'avoir 40 ans et d'avoir 21 ans d'expérience professionnelle. Là, c'est du concret. Ça pèse lourd. Tu vas partir à la retraite très tôt. C'est moins sûr là dans les semaines qui arrivent, mais pourquoi pas. Mais oui, non. Donc, en fait, c'était pas... Enfin, on est tous amenés à devoir faire des choix à certains moments. Moi, ça a été assez tôt. Et donc, j'ai dû arrêter l'école juste après le bac pour aller travailler. Et j'ai démarré finalement dans quelque chose qui était assez accessible pour moi parce que j'avais un petit peu de bagou. C'était d'aller dans la vente, dans le commerce. Les métiers du commercial. Exactement. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience très tôt qu'il y avait des choses à apprendre et qu'on pouvait apprendre tous les jours. Je me souviens d'ailleurs, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marqué. C'était la personne qui m'avait recruté pour mon premier boulot m'avait dit quelqu'un qui rentre dans une boutique, c'est quelqu'un qui veut acheter, donc il faut qu'il reparte avec quelque chose. Et du coup, c'est resté. Et c'est des petits ajouts comme ça après derrière qui m'ont amené à construire ma carrière. Et la vente est quand même une super école, quoi. Avec le métier de commercial, tu peux partir dans n'importe quelle industrie. C'est exactement ça. Et toi, du coup, tu fais ça pendant combien d'années ? Alors, je fais ça jusqu'en 2006. Et en 2006, je décide de changer de vie parce que j'habitais dans le sud de la France. Tu te réinventes. Et je me réinvente. On parlait pas encore de réinvention. Alors là, ça a été la reconstruction totale. Et je décide de venir à la capitale, à Paris. Monter à Paris. Exactement, je monte à Paris, c'est exactement ça. Pour changer de vie. Et là... alors, c'était sur une annonce, je ne saurais plus te dire sur quel site, mais je vois une entreprise qui s'appelait CGDIM à l'époque et qui recrute. Et le seul critère de recrutement, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le CV, c'est un test de mathématiques pour rentrer aux études de marché au Gers. J'aurais pas aimé ce test. Voilà. Et donc, du coup, j'y vais un peu au culot. Pour être un bon commercial, des fois, il faut savoir bien compter. Et donc, je passe le test et je réussis le test. Donc là, je rentre dans les études de marché. Complètement improbable d'ailleurs. Et là, univers vraiment très différent parce que tu passes d'une fonction commerciale à une fonction du coup plutôt statistique, études, conseils. Complètement. C'est exactement ça. C'est construire des études, des tableaux de bord. Et rude, ça comme. Voilà. Faut imaginer qu'en plus, alors c'était construit dans des systèmes en plus à l'époque. C'était des AS400. Ouais. C'était pas les dashboards d'aujourd'hui. Non. Alors tu faisais déjà du code en fait, donc il a fallu apprendre à coder aussi. T'as appris un petit en quel langage sur la S400, je ne saurais plus te dire, c'est vieux, c'est en 2006. Et puis je ne suis pas vraiment revenu après. Après je peux comprendre. Je lisais plus les études que je les construisais après. Mais ça a été, pareil, hyper enrichissant parce que là, du coup, finalement, pour construire une étude de marché, là, tu es obligé d'absorber un énorme volume de données pour t'assurer que le tout est cohérent. Et puis, tu as cette demande client et... Bon, alors, tu travailles aussi, toi, dans le conseil. Tu sais que des fois, les demandes clients,
entre ce qu'elles sont et le résultat final, il peut y avoir un grand écart. No comment. Et voilà. Et donc, du coup, de raccorder tous les morceaux pour en faire quelque chose d'audible, ça a été déjà pareil, un gros apprentissage. Et là, tu fais combien de temps à peu près? Alors là, figure-toi que je vais faire plusieurs passages chez nos amis de CGDIM. Ouais. Ça, c'était un remplacement de congé maternité. Donc, je fais, je sais plus, 6 ou 9 mois d'études. Et ensuite, je pars. Et donc, je pars, changement complètement radical aussi de vie. Alors, plus par nécessité, parce que finalement, il n'y avait pas vraiment pour les juniors, ça recrutait pas. Voilà, ça recrutait pas. Donc, à force de passer des entretiens d'embauche, je passe un entretien avec un cabinet et au culot, je leur propose de me recruter pour faire leur métier. Et donc, je pars bosser dans le recrutement pour un cabinet londonien qui souhaite monter une cellule parisienne. Alors, petite parenthèse, tu sais, le nombre de gens dans le learning qui viennent de cabinets de recrutement, c'est incroyable. Le recrutement a formé des batteries de directeur learning quand même. Alors, je pense que c'est une fonction qui est essentielle de passer par là. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est hyper formateur parce que ça implique quand même de se poser les bonnes questions sur, finalement, qu'est-ce qu'une compétence? Comment on détecte quelque chose d'avéré? Parce que finalement, on prend un risque, on s'engage à présenter un candidat. On va aller discuter avec des directeurs de service pour des postes, donc là aussi sur des compétences. Donc là, il y a un curseur à mettre quelque part pour savoir est-ce que quand on me dit je veux recruter une personne à tel salaire, est-ce que c'est cohérent derrière dans le marché, dans l'offre par rapport au niveau de seniorité qu'on demande ou pas. Et puis, il y a aussi toute la partie vraiment, moi j'étais sur des postes, c'était que des gens qui travaillaient sur SAP. Ouais. Donc, c'était un peu technique. Ouais. C'est un tout petit marché, hein, mais très compétitif. Voilà. Après, attractif aussi. Très attractif. Ouais. Et puis, comme c'est petit, c'est les chaises musicales. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde se connaît. Ouais, c'est un mercato. Tu as fait le tour de toutes les boîtes qui ont SAP assez vite. Et donc là, maintenant, il faut débaucher pour repositionner. Et là, c'est là où il faut vraiment être crédible. Et donc, il faut bien connaître les métiers. Pour la blague, parce que c'était en 2006, pour la blague, je reçois encore, pour moi, des offres d'emploi pour travailler sur SAP. Alors, je n'ai jamais travaillé sur SAP. C'est du mauvais targeting, tu vois, vraiment. Et du coup, après la chasse, tu pars ensuite dans le conseil. Alors, je reviens d'abord chez CGDIM. Oui, tu reviens sur et là, l'auto au premier amour. Je reviens chez CGDIM qui me réembauche. Et là, CGDIM, ils sont en pleine mutation et l'industrie pharmaceutique aussi. Il faut savoir qu'en France, en fait, historiquement, je vais donner juste un peu de contexte pour expliquer, mais historiquement, les laboratoires pharmaceutiques utilisaient pas de CRM. Et là, il y a un truc qui arrive sur le marché qui s'appelle Salesforce, le CRM. La vague. Alors, on est déjà en 2008-2009, donc Salesforce existe depuis un moment. Et les laboratoires pharmaceutiques s'aperçoivent que peut-être, en mettant leurs clients au centre de leur démarche et donc de l'enjeu d'acquisition de leurs données derrière, il y a peut-être un coup à jouer. Et donc, ils décident de changer et de basculer vers du CRM. Et donc, CGDIM se positionne maladroitement, j'ai envie de dire, pour accompagner cette démarche de transformation. Parce que c'est une vraie transformation. Bien sûr, tu mets la data au cœur. Exactement. Donc, même sociologiquement, dans les laboratoires pharmaceutiques, ce que c'était en 2010, entre 2000 et 2010, et ce que ça va devenir après, c'est le jour et la nuit. C'est une transition qui ne s'est pas faite d'ailleurs dans la joie et la bonne humeur, je pense. Mais donc, du coup, on me propose d'accompagner les projets de transformation de ces laboratoires pour mettre en place ces nouveaux outils technologiques, mais aussi la réflexion qui va avec en termes donc, de centralisation de l'information client, etc. Donc ça, je fais ça quelques années. Et ensuite, je pars dans le conseil pur en marketing client. Là, ce qui est génial, c'est que tu as mis un pas dans le marketing, en fait, qui est quand même un univers ultra valorisé. Et pour peu que tu aies une expertise un peu pointue, c'est tapis rouge quand même. J'avais l'expertise, pour le cabinet qui m'a recruté, j'avais l'expertise de la pharma. Comme j'étais déjà passé par beaucoup de labos à travers CGDIM, c'était un peu le Big Brother. C'était le Google de la pharma à l'époque. Faut remettre quand même, en France, c'était incontournable. Tout le monde, tous les labos passaient par CGDIM. Donc, recruter quelqu'un qui venait de là pour un cabinet de conseil, il y avait aussi un enjeu derrière d'accès. Bien sûr. Voilà. Le cabinet de conseil, là où il a été malin,
c'est qu'il a compris l'enjeu technologique. Il a surtout compris quand il m'a recruté, il a surtout compris l'enjeu data qu'il y avait derrière. Et ils étaient très, très en avance, très, très forts déjà sur la data à l'époque. Donc, du coup, quand tu construis une offre où tu es capable d'exprimer cet enjeu data de manière hyper claire et les implications concrètes que tu vas mettre en œuvre derrière pour faire du marketing, pour faire du targeting, et l'enjeu qu'il y a à connaître mieux tes clients et à avoir une proposition de valeur finalement qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus personnalisée, c'est un vrai avantage compétitif pour un cabinet de conseil et puis derrière pour les labos à qui tu les vends. Bien sûr. Donc, voilà. Et donc ça dure, pareil, ça dure quelques années. Et le conseil, bon, ça, on le disait tout à l'heure, ça essore un peu l'essoreuse. Mais là aussi, c'est une super école. Et tu as pas mal de directeurs learning qui sont issus de grosses boîtes de conseil ou de cabinets un peu plus confidentiels, qui ont appris une pensée, un cerveau bien huilé, une capacité à poser des réflexions sur le papier. Enfin, alors, tu as cette capacité, oui, puis à connecter, tu vois. Ce qui est intéressant, et ça, c'est un truc que j'ai vraiment gardé aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans le conseil, c'est de regarder par la fenêtre, de sortir la tête de l'eau, d'aller voir ce qui se fait dans les autres secteurs. Quand tu arrives dans le pharma avec ton CRM et ta data, même encore aujourd'hui, en fait, tu as 15 ans de retard sur ce qui se fait dans le luxe, dans la GD, dans la grande distrie. Et j'ai envie de dire, c'est presque facile de regarder ce qui marche ailleurs et d'essayer de le répliquer. C'est pas vraiment de l'innovation, c'est plutôt de la cannibalisation. Mais c'est intéressant. Et ça, c'est un gros vecteur d'apprentissage aussi. C'est vraiment pour regarder ce qui se fait ailleurs. Je crois que tu as reçu Thierry Bonetto il y a pas très longtemps. Et il disait qu'il était assez fan des Learning Expeditions. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose dans la pharma. Alors, ça commence à se faire, mais c'est pas inné d'aller voir ce qui se fait dans d'autres secteurs. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est très dur ensuite, concrètement, de te l'appliquer à toi-même et te dire, OK, comment est-ce que j'ai cette capacité à faire des benchmarks? Tu vois, il y a pas longtemps, je recevais aussi Rachel De San, qui est L&D Europe côté Sanofi. Et elle a lancé un truc qui me bluffe. Tu vois, c'est des moments un peu culture générale pour tous ces managers où ils vont parler de sujets de hot topics, tu vois. Mais je trouve que ça demande quand même une capacité d'ouverture et ça tient beaucoup finalement aux sponsors, à tu vois, des gens comme toi qui vont insuffler, tu vois, ce moment où tu sors la tête du guidon et tu dis, vas-y, on s'inspire, on fait des benchmarks, on regarde ce que fait la concurrence, on regarde ce que fait ailleurs. En pratique, c'est dur. C'est marrant que tu parles de cette pratique parce que j'ai écouté le podcast avec la dame de Sanofi, mais quand je fais un grand pont parce que j'ai d'autres entreprises dans mon parcours, mais quand je suis arrivé chez UPSA, la personne qui m'a recruté, lui, il avait le hot topics, c'était son point du lundi matin. C'était vous avez vu quoi d'innovant dans le week-end? Qu'est-ce que vous avez vu la semaine dernière en dehors de la pharma? Qu'est-ce que vous avez vu qui fait rêver? Et c'était toujours la question. C'est d'ailleurs là où j'ai pris conscience aussi que je consommais pas du tout et que j'étais en mode décroissance, mais par rapport aux autres. Mais ça m'a un peu inquiété. Mais la pression sociale. Mais du coup, tu vois, c'est quelque chose. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression de dire, c'est une initiative qui est presque manager dépendant. Tu vois, de pouvoir dire à ton équipe, c'est déjà s'intéresser à elle. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a intéressé la semaine dernière, qui n'est pas de l'ordre du boulot? Et tu vas parler peut-être de... Tiens, j'ai commandé ça sur Amazon, ils m'ont livré en 1 heure. Incroyable. Oui, ça peut être... C'est ça, en fait. Toi, tu simplifies les choses. Tu dis, c'est pas forcément quelque chose de intello, cérébral, machin. Ça peut être aussi des expériences clients qui ont marqué, des moments d'étonnement, des moments de ravissement. C'est exactement ça. Tu vois, je vais te prendre un exemple, mais c'est... j'étais dans un bar l'autre jour, j'ai posé mon téléphone qui a du NFC dedans, et en posant sur la table de bar, ça m'a fait un pop-up, une pub pour une bière. Ou pour, je sais plus quoi, une boisson, peu importe. Ça ne devait pas être alcoolisé. Ça devait être une bière à 0%. Du coup, je me suis dit, c'est super fort. Ouais. C'est vraiment... Ouais, finalement, toi, c'est plus un appel à être attentif, être curieux, garder l'œil ouvert. T'as garder l'œil ouvert et puis t'es pas à l'abri d'un hasard qui fait... toujours dans l'interview là, que tu as fait avec Thierry Bonetto, j'ai trouvé vraiment bien, il y a le monsieur de Safran qui disait faut connecter les idées entre elles. Ouais. Et peut-être que la puce NFC dans mon téléphone avec la table qui m'aurait des pubs pour la bière sans alcool, ça n'a aucune utilité dans les 8 ans à venir. Ou peut-être que ça va connecter à un moment donné et que peut-être que dans le bureau, j'ai envie d'essayer un truc avec ça pour faire de l'apprentissage pour les collaborateurs. Mais c'est vraiment ce côté aussi, la sérempidité, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est le hasard des choses, mais un hasard organisé.
où tu as l'intuition quand même que ça va servir à quelque chose à un moment donné. Tu le notes dans un coin de ta tête et tu avances. Donc, ouais. Mais on sent que tu as quand même une vraie marotte qui est celle aussi de l'innovation. Tu as un œil un peu créatif, tu t'intéresses aussi à ce qui est nouveau, ce qui est neuf. Alors, oui, complètement, parce qu'en fait, refaire la même chose, Ouais. là, tu vois, un peu remplir mon tonneau des Danaïdes ou monter mon rocher en haut de la colline, ça me fatigue vite, en fait, ça m'intéresse pas trop. Et donc, du coup, c'est vrai que j'aime bien l'idée de, je vais pas dire innover parce que ça me paraît un peu présomptueux, mais en tout cas, d'essayer des nouvelles choses. Et surtout, il y a un truc qui est hyper important, c'est de pas les essayer tout seul. Mais comment tu innoves? Je fais une petite digression parce que là, ça m'intéresse et c'est vraiment une de mes marottes. Tu vois, moi, j'étais aussi une ancienne qui venait avant du monde du corporate. On sait ce que c'est le monde de corporate. C'est un monde avec parfois des gros budgets. Alors, comme monde start-up, tu démarres avec souvent 0 €. Mais tu as derrière un corollaire, c'est aussi une culture, une hiérarchie, des process. Comment toi, tu fais pour réussir à innover et trouver des places un peu, tu vois, de liberté, d'incursion? Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est... Alors, Question difficile. Hein. la liberté, c'est fatigant. Mais non, quand j'innove, alors déjà, en fait, j'ai une déformation de commercial, c'est que je suis plutôt très feignant. Donc, beaucoup de développeurs me disent ça aussi. L'innovation, ça passe aussi par réduire l'effort. C'est-à-dire que déjà, des fois, je regarde des choses ou des process ou des manières de faire où je me dis, mais en fait, on se fatigue pour rien. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire plus simple? Mon premier vecteur d'innovation, c'est comment on cherche, je ne vais pas dire le geste pur, mais comment est-ce qu'on enlève tout ce qui est parasite autour de la vraie chose qui va servir à quelque chose. Tu vois, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de regarder où est-ce qu'il y a des espaces. Où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, où est-ce qu'il y a de l'espace pour s'exprimer. Et ça, c'est vraiment une démarche je trouve, qui est super intéressante. Derrière, ça revient à se poser la question de qu'est-ce que je ne sais pas encore faire qui pourrait peut-être servir. Donc là, tu vois, on revient sur l'idée de connecter les choses qui servent à rien. Et donc, du coup, dans l'innovation, tu vois, quand tu es à la fois dans une recherche de dire finalement d'économie, d'énergie, et derrière de dire où est-ce qu'il y a de l'espace pour finalement aller se reposer puis s'amuser, puis essayer des nouvelles choses. Bon, bah, du coup, quand tu as mis ça en place dans ta tête, puis que tu essayes d'emmener tes équipes dedans, de dire, mais presque, moi, mes équipes, je les encourage à s'aménager des plages pour ne rien faire. Juste pour vagabonder. Ça, c'est rare, tu vois. Parce qu'on est tout le temps dans la gestion d'un planning super à flux tendu. Et ces plages de respiration, tu vois, elles sont super importantes. Sinon, tu n'as pas le temps, en fait, de te poser, prendre du recul, respirer. En fait, là aussi, c'est une réflexion qui est plus terre à terre. Si je me dis, on recrute des cadres à prix d'or, surtout dans l'industrie pharmaceutique, c'est des gens qu'on paye pour penser, pas que pour exécuter. Alors, il y a de l'exécution, évidemment. Il faut faire le taf. Mais il y a un moment donné, il faut aménager du temps aux gens pour leur laisser le temps d'infuser, si tu veux, comme un sachet de thé, quoi. Mais c'est vraiment ça. Tu vois, quand je regarde des programmes de formation, par exemple, des fois, je me dis, qu'est-ce que c'est chargé? Il y a 15 minutes de pause au milieu. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de temps juste pour réfléchir à ce que tu es en train de faire ou ce que tu viens juste de faire. Et donc, du coup, c'est un peu bizarre parce que les organisations ont assez peur du vide, je trouve. En général, quand il y a un vide dans la pharma, on met un process. Mais du coup, c'est intéressant de travailler ce vide aussi, tu vois, pour innover. Bien sûr. D'être devant la page blanche, c'est un exercice qui est dur. Hein. Toi, tu as monté une start-up. Je pense que ça doit être vertigineux, tu vois. Tellement de possibilités et en même temps, tu es devant rien, quoi, au départ. Donc, il faut construire le truc. Et donc, si tu n'aménages pas de temps pour tes équipes, pour tes clients internes, ceux que tu vas vouloir former, pour qu'ils puissent réfléchir à ce qu'ils ont fait, bah, du coup, c'est un peu compliqué. Je préfère avoir une formation qui est remplie aux 2 tiers et avec un tiers de vide. Que du bourrage de crâne, il n'y a aucun temps dans la gestion. Et tu vois, Thomas, quand je t'écoute, on voit que tu as développé une vraie vision à la fois de l'innovation et puis la capacité à, tu vois, stimuler la créativité collective. Et ça, du coup, ça a été un peu le bagage que tu te construis sûrement en conseil, mais aussi au-delà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, toutes tes expériences dans l'industrie pharma, tu arrives après des phases
C'est costaud, un Ouais. peu intense. Socialement dur. Socialement dur, voilà, PSE. Ouais. Et tu redémarres à chaque fois d'une page blanche. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, parce que tu as eu à la fois J&J, Johnson & Johnson, pour ceux qui connaissent pas. J&J, UPSA, Voilà. Takeda. Ouais, UPSA, Takeda. Donc, 3 univers, tu as sillonné l'industrie pharma, tu fais des grosses boîtes à chaque fois. Et toi, ce qui te caractérise, c'est voilà, tu démarres d'une page blanche et hop, on y va. Ouais, c'est exactement ça. Alors en fait, à chaque fois, ça a été. Alors la clé d'entrée, quand même, j'ai eu de la chance parce qu'on m'a donné quelques indices. Ça a été de dire on veut réinventer la relation qu'on a avec nos clients. On veut repartir en croissance. On veut redéfinir ce que nous sommes ou la perception qu'ont nos clients de nous. Comment est-ce qu'on va faire? Et alors là, c'est un peu le mode conseil, c'est qu'on va décortiquer déjà ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a. Quelle clé d'investissement il va falloir faire d'un point de vue technologique aussi, parce que ça ne se fait pas que avec les hommes. Faut acheter des machines des fois. Derrière, on va construire quelque chose. Et alors là, c'est là où c'est difficile, je trouve. Il y a un point, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire que quand tu construis une roadmap de la L&D, tu ne la construis pas pour 3 mois. Tu fais plutôt des plans sur 3-5 ans pour justement, je ne vais pas former les gens et puis leur dire vous êtes opérationnel demain. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le temps long. C'est le temps long que tu vas adresser. Ouais. Et ça, c'est un enjeu qui est hyper dur, surtout dans des contextes où tu viens de transformer, tu viens de recruter des nouvelles personnes, tu viens de faire venir du sang neuf. Et comment tu fais justement pour construire ta feuille de route? Parce que tout le monde attend, tes sponsors, tes actionnaires demandent à chaque fois, tu vois, des quick wins, des résultats rapides. Et en même temps, je te rejoins, en formation, le temps que la formation infuse, change les pratiques. Je pense que tu as 2 axes en fait pour travailler. Alors, c'est très, très conseil. Le premier, c'est la promesse. C'est de se dire, votre vision stratégique, elle est là. On a les équipes qu'on vient de recruter. Donc, ils ne sont pas toujours les équipes qu'on veut d'ailleurs. Mais on a les équipes qu'on vient de recruter. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens et comment on les emmène donc à la vision? Donc ça, c'est la promesse. Et la promesse, c'est on va y arriver. On va pouvoir le faire. Le deuxième point, c'est de maîtriser le calendrier. C'est la partie la plus dure. C'est là où ça coince. Oui et non, parce qu'en fait, je pense que globalement, personne ne sait combien de temps il faut pour former un bon commercial ou un bon DAF. Il n'y a pas tu vois, c'est pas codifié. Il y a pas, tu ouvres pas une Bible pour dire il faut 8 heures, 2 jours, 3 mois. Pour former un bon DAF, ça marche pas comme ça. Et derrière, il y a un dernier point, c'est l'orchestration. C'est comment tu fais avancer toute l'organisation comme un seul homme. Et donc là, ça implique de hiérarchiser. Donc évidemment, tu vas envoyer en avance de phase, je vais rester sur les métiers du commercial, mais en avance de phase, tu vas former peut-être d'abord ton commercial, puis encore avant, tu vas former des data analysts ou des gens comme ça, qui vont savoir exploiter de la donnée, qui vont dire les données dont nous avons besoin pour modéliser vos systèmes, c'est ça. Donc ensuite, tu vas former ton marketing, puis tes équipes commerciales, etc. Et donc en fait, ton quick win, il va venir assez vite. Parce que dans ta roadmap, ton premier quick win, c'est de dire les équipes vont être formées à tel rythme, tel rythme, tel rythme. Et on va atteindre le niveau cible. Et après, tu découpes. C'est assez simple. En année 1, on va être là. En année 2, on va être là. Puis en année 3, on sera là. On aura changé de stratégie au bout de 3 ans de toute façon, ou d'orientation, ou de priorité, parce qu'il y aura eu un Covid, parce qu'il y aura eu une guerre en Ukraine, ou ce que tu veux, ou une crise financière, comme en 2008. Et puis voilà, donc il faut vraiment adresser le temps. Ce qui est important, tu vois, presque plus, j'ai envie de dire, c'est quand tu fais un métier de L&D, tu le fais quand même parce que aussi tu crois dans les gens, tu crois dans le potentiel des gens. Et donc en fait, c'est important de toujours garder la clé de l'employabilité dans tes projets. C'est-à-dire, les gens, quand ils vont venir, même s'ils passent 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, s'ils veulent s'en aller, si on doit leur demander de partir aussi, parce que c'est la vie dans les entreprises, ils sont passés par la meilleure école de formation qui existe sur Terre, c'est celle-là. Ça, c'est quand même une super exigence que tu positionnes. C'est une exigence sociale. On investit sur les gens, tu vois. Donc, il y a un moment donné, c'est presque, ça fait je vais pas dire ça fait partie de la mission de l'entreprise parce que il y aura une confusion avec les entreprises à mission. Mais à partir du moment où la première valeur de ton entreprise, c'est son capital humain, parce qu'en vrai, tu as les machines et puis les produits, hein, mais s'il y a personne pour faire le taf,
ton entreprise, elle marche pas. Donc, c'est ton capital humain. Donc, c'est ton trésor de guerre. C'est aussi la formation, ça va devenir, je pense, là, dans les années à venir, le vrai vecteur d'attraction des entreprises. Complètement. On le voit déjà sur les Gen Z. Les sondages qui sortent sont incroyables. C'est l'employabilité, le lifelong learning. C'est des choses comme ça qui vont être regardées de plus en plus. Ça et les modalités de travail, je pense, aussi. Mais je vais te parler des projets que j'ai faits, là. L'entreprise est parfaitement capable de t'expliquer sa stratégie commerciale ou sa stratégie de conquête, etc., ce qu'elle veut pour ses clients. En fait, tu as un exercice qui est tout bête. C'est l'exercice de la symétrie des intentions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la prétention de dire « mon client, je veux que ce soit du sur-mesure pour lui. Je veux qu'il ait le meilleur service. Je veux qu'il soit servi le premier. Et je veux qu'il parle de moi en bien. » Eh bien, tu transposes ça côté interne. Et tu dis, moi, je veux que mon collaborateur, il ait les meilleurs contenus au meilleur moment, qu'il soit le mieux servi et qu'il ait accès à ce qui se fait de mieux. Et là, du coup, tu es sur cette symétrie des intentions. Et donc, du coup, tu défends plus facilement auprès, parce que le projet, en fait, il est vachement facile à expliquer. Tes actionnaires, tes sponsors comprennent, tes sponsors, même langage. Tout le monde comprend que, en fait, ce que tu veux faire pour tes clients, tu veux le faire pour tes collaborateurs. Et tu vas mettre autant d'énergie, si c'est pas plus, à le faire en interne que sur tes clients. Alors, ce qui est amusant, c'est quand on t'entend, tu parles beaucoup business, finalement, avec des mots du business. Ça, c'est quelque chose... Enfin, c'est pas péjoratif, attention. Non. Pour moi, le ROI dans la formation, l'impact, il doit être là. On ne fait pas juste une formation pour la beauté de l'art. Même si on peut être passionné par son sujet, il faut penser impact, il faut penser... Et là, justement, donc, tu es arrivé chez Takeda, j'ai fait un saut dans le temps, là, je suis passée de... Et puis ça... Et tu peux revenir en arrière, il y a des flashbacks autorisés. Là, chez Takeda, donc tu arrives à un labo avec une culture très différente, c'est une culture du coup japonaise. Eh bien, alors, ça va te paraître surprenant, mais UPSA est en train de beaucoup plus une culture japonaise que Takeda. Ah bon? Dans mon esprit, tu vois, c'était les Nippons. Non, Takeda est vraiment une culture internationale, c'est hyper cosmopolite, c'est la vraie organisation d'ailleurs matricielle. C'est plus proche d'une culture à la GNJ, pour te donner un ordre d'idée. Alors ça tient au fait, je pense, que l'entreprise est dirigée par un Français. Ouais. Et qu'il y a très très peu de Japonais en fait dans les instances dirigeantes de chez Takeda. Donc l'ADN est vraiment international. L'ADN est vraiment international. Je pense que ça a été une vraie intelligence d'ailleurs des Japonais qui avaient Takeda à l'époque. Je sais pas, j'ai pas assez de recul sur ça, mais je pense qu'ils ont eu la volonté à un moment de dire on va jouer l'international. Pour jouer international, il n'y a pas de secret. Il faut internationaliser nos propres équipes. Et tu vois, c'est encore cette symétrie des intentions. En fait, on veut faire les marchés internationaux. Ils sont impliqués en interne. Exactement. Et donc, du coup, le gros saut dans le vide chez Takeda, il n'y a pas eu de... Comment dire ? Ça a été un peu sans transition d'ailleurs avec UPSA parce que j'ai arrêté le vendredi et j'ai redémarré le lundi chez Takeda. Du coup, c'était express. C'était assez express. Mais le projet là chez Takeda, il est incroyable d'ambition d'un point de vue technologie, d'un point de vue ambition sur les produits, sur les molécules, sur tout. Et donc du coup, ils se sont donné les moyens aussi. Ils donnent les moyens d'avoir une ambition énorme pour leurs salariés, pour les développer, pour les garder, pour les rendre employables. Et ça, c'est quand même hyper satisfaisant d'arriver dans un cadre comme ça. J'ai la chance, à chaque fois je le dis, mais j'ai la chance de faire un métier. Mon métier, c'est d'investir sur les gens. Et de croire qu'ils ont il y a une vraie conviction parce que ça implique de partir du postulat que les gens ont du potentiel, que les gens peuvent se réaliser et que les gens peuvent apprendre. Et donc, du coup, tu vois, tu as tous ces postulats de départ. Et donc, après, j'ai envie de te dire, je vais remettre ma casquette d'astronaute et de me dire sky is the limit. Mais le vrai truc, c'est d'avoir des équipes qui sont prêtes à recevoir de la formation. Et donc, du coup, elles t'attendent quand tu arrives. Elles sont contentes du projet que tu présentes. Alors, avant de challenger, tu vas l'ajuster parce que tu ne construis pas ça tout seul dans ta petite tour. Tu fais ça avec tout le monde. Et quand tu le déclenches, finalement, tu as un taux d'accès à la formation et un taux de demande de formation qui est beaucoup plus élevé parce que les gens se sont appropriés leur propre employabilité, leur propre enjeu d'employabilité. Je veux dire plutôt comme ça. Et Thomas, je me projette un peu dans les coulisses de Takeda. Comment ça se passe en termes d'organisation ?
Tu es rattaché à du coup une entité, tu as une équipe. Oui, j'ai une équipe, mais sans qui je pourrais rien faire. Mais je suis rattaché surtout côté business. Oui, c'est ça Voilà. le côté singulier. C'est exactement, je suis rattaché à ce qu'ils appellent la Customer Excellence. Et donc, du coup, c'est un département, je vais juste expliquer ça, c'est un département... Pour les néophytes qui ne sont pas d'industrie pharma, il faut que tu nous traduises tout ça. C'est un département, en fait, il y a 3 services, c'est assez basique, c'est hyper simple, il y a la formation, il y a la data, et il y a tout ce qui va être l'engagement client, ce qu'on appelle l'engagement client, donc tout ce qui est autour de l'omnichannel. Et donc, du coup, tu as le véhicule technologique de transformation à travers l'omnichannel. Tu as le véhicule data pour dire on est capable de lire la performance et puis derrière d'avoir cette réflexion de dire finalement est-ce que ce qu'on fait ça génère vraiment de l'outcome, du ROI. Et donc quand tu as ça dans tes équipes, ça c'est génial parce que derrière tu peux te poser des bonnes questions sur la formation. Et puis, tu peux regarder de manière très, très intensive quels sont les KPI, dans quel département, qu'est-ce qu'ils regardent, etc. Et puis, donc, il y a la partie formation. Alors, en plus, moi, j'ai un peu 2 services dans le même service parce que c'est hyper réglementé. Donc, j'ai une partie formation réglementaire qui est très, très descendante. On va pas parler de développement. Audit, voilà, exactement. Et puis, il y a une partie qui est plus sur le développement des collaborateurs. On est une entreprise de sciences de la vie. Donc, tu as toute cette casquette science que tu peux développer, puis tu as toute la partie soft skills aussi que tu vas amener pour aligner aussi les pratiques organisationnelles. Parce que là aussi, il y a des vrais enjeux de construire des pratiques communes, un langage commun, tu vois, d'avoir des pratiques de management qui sont partagées. Bien sûr. C'est le début d'ailleurs d'essayer de construire des organisations qui sont dites apprenantes, c'est de construire du langage commun, c'est de construire des pratiques communes. Et puis après, ça vient petit à petit au fur et à mesure, quand tu le mets au fur et à mesure en place. Ouais. Et là, quels sont les premiers défis du coup que tu as identifiés? Parce que c'est tout frais, ça fait 8 mois là, chez Takeda, donc je ne vais pas t'assaillir de questions, c'est un peu tôt. Mais tu as des sujets dans l'air du temps, des sujets de formation où tu dis, comme tu es très à la pointe sur l'innovation, je te branche un peu sur ces sujets. J'ai 2 gros sujets. Tu sais, quand je suis arrivé, j'ai un sujet qui est plutôt issu d'un diagnostic. Et puis, j'ai un sujet qui est issu de la roadmap stratégique de l'organisation. Côté roadmap, c'est les enjeux d'omnicanalité, parce que c'est l'enjeu du moment pour tous les labos et pour toutes les boîtes. Le Covid a quand même complètement rebattu les cartes. Quand tu visites des hôpitaux et que tu sors de 2 ans de plan blanc, forcément, il y a un enjeu, parce que tu n'as pas vu tes clients pendant 2 ans. Donc, il y a ça d'un côté. Donc, faire évoluer les technos, les pratiques, la manière dont on adresse nos prescripteurs, nos partenaires, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, il y a l'enjeu du management. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la structure de commandement de l'organisation quelle ambition on veut avoir, puisque c'est eux qui vont driver finalement la transformation de l'entreprise. Et donc, comment on s'aligne sur des choses très très simples. Comment on s'aligne sur le développement des équipes, comment on s'aligne sur l'autonomisation des équipes, comment on s'aligne sur le cadre d'opération qu'on veut donner à nos équipes. Tu vois, c'est des petits trucs, c'est vraiment des tout petits ajustements. Tu vois, je vois l'ingénieur son, c'est un peu comme quand tu pousses le petit bouton pour rajouter des graves ou des aigus dans l'entreprise. Mais l'idée, c'est d'avoir une espèce d'harmonie managériale où c'est cohérent et on a des managers qui sont capables d'évoluer, qui sont capables de piloter des projets, qui sont capables de former, de transférer des compétences. Donc, il y avait un de tes invités une fois qui parlait de formateur occasionnel. Une des premières décisions que j'ai prises aussi quand je suis arrivé, d'ailleurs, que ce soit chez Takeda ou chez IPSA, j'ai fait la même chose aussi. Je me suis dit, je ne peux pas y arriver tout seul, je ne peux pas y arriver avec mon équipe parce qu'on est 3, 4, 5, peu importe. J'ai besoin d'avoir 200 formateurs. J'ai besoin que les gens comprennent ce qu'ils font, sachent ce qu'ils font et sachent dire comment ils font. Et tu t'es construit ton réseau de formateurs occasionnels. Exactement. Alors là, c'est trop récent sur février, mais ça fait partie de la roadmap. Tu souhaites le faire là chez Takeda? Bien sûr, canon. Ouais, bien sûr. Ouais. Et après, derrière, tu vois, il y a un dernier enjeu qui m'habite. Et là, on est... c'est côté gamer qui va parler, mais
j'ai l'intuition qu'il faudrait qu'on récompense l'effort que les gens font à se former. C'est quand même un exercice qui est, même des fois, on se forme collectivement, mais ça reste une démarche complètement individuelle de mettre en œuvre finalement ce qu'on a vu. Et il y a des gens qui sont proactifs sur leur formation, il y a des gens qui s'auto-forment, qui se forment. C'est vrai. Et l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut déjà tracer ces efforts, les voir, les matérialiser, et puis derrière, récompenser ses collaborateurs. Un peu comme je vais te prendre le programme de fidélité du printemps, là. C'est marrant parce que c'est le cabinet de conseil pour qui je bossais qui l'a fait. Mais du coup, c'est toi, comment tu récompenses finalement une fidélité à un outil ou à une entreprise, et comment tu la récompenses au-delà du financier. Moi, quelqu'un qui s'auto-forme, j'ai envie de dire, vas-y, t'es mûr, tu peux te former, tiens, je vais te payer un master, ce que tu veux. Vas-y. Mais un truc qui va vraiment développer avec une certification à la clé. Mais tu vois, là où je te rejoins, la notion un peu de reward, de gratification, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt à l'école. On a notre bonne étoile, on a notre vignette. Je sais pas si c'était de cette époque pour toi, mais tu vois, il y a vraiment ce côté un peu récompense, en fait, qui est ancré en nous. Et l'acte de se former, c'est un acte qui est dur, tu vois. Tu dois le faire dans ta semaine, il y a ton boulot, il y a ton rush, et tu vas prendre sur toi, parfois pour le faire le soir ou autre. Et c'est quelque chose qui est souvent considéré comme acquis, normal ou banal, tout simplement. Alors que beaucoup d'autres collaborateurs vont pas forcément faire ce même effort. T'as totalement raison. Et en plus, alors là, on a de la chance parce qu'on a des outils technologiques aujourd'hui qui nous permettent de vraiment tracer, mais c'est des gens derrière que tu vas pouvoir... dans le conseil, on m'a souvent fait venir, je vais faire une digression, mais dans le conseil, on m'a souvent fait venir dans des entreprises pour résoudre des problèmes qui auraient pu être résolus en interne. Et s'ils avaient mieux regardé qui savait faire quoi, s'ils avaient su, les entreprises où je suis passé, qui savait faire quoi, ils auraient pu finalement économiser en tout cas de l'argent de conseil. Et l'idée, à travers récompenser les efforts de formation, c'est aussi faire émerger les savoirs, les matérialiser dans l'organisation, les rendre visibles, et donc derrière on va dire réduire la dépendance peut-être aussi au monde extérieur, même si moi je trouve que l'apport du conseil est crucial, vital pour les entreprises, mais des fois il y a des entreprises qui externalisent peut-être un peu trop, ça devient mortifère. Ouais. Parce que là tu détruis le savoir, puisque tu confies des tâches qui sont essentielles. Quand tu commences à confier ta stratégie, on va juger personne, on va citer aucun. Voilà. L'actualité est assez chargée en ce moment. Ça pose problème, voilà. Mais super intéressant, Thomas. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de faire émerger, tu vois, un vivier de talent en interne. Moi, je suis bluffée. On a quelques grandes boîtes. J'étais très marquée notamment par Orange, par exemple, qui avait déjà des réseaux, tu vois, un peu ultra actifs, un peu partout dans toute la France, et des gens qui faisaient des choses mais extraordinaires en matière de formation. Et là, tu te dis, mais enfin, une fois que tu les as identifiés, c'est de l'or en barre, en fait, pour l'entreprise. Exactement ça. Et puis, c'est des bras en plus. Oui, bien dit. bien dit. J'adore cette notion. Alors, Thomas, j'arrive sur la partie un peu plus perso. Tu parles beaucoup de formation. Comment tu t'éveilles, toi, un petit peu? Est-ce que tu es un homme faire des expos, des podcasts, t'as des lectures? Comment tu continues à t'auto-former? Tu m'as lancé sur lifelong learning à un moment. J'étais sûre que ça allait venir. Oui, j'ai beaucoup. Je lis beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a des lectures à nous recommander un peu. Alors j'ai une routine en fait. J'essaye de lire une pièce de théâtre, un roman et un essai tous les mois. Oh, c'est chouette. J'essaye de lire 3 livres par mois. Super rythme, hein. Donc, pas facile à tenir. Ouais, pas facile. Waouh, top. Des grosses soirées. Voilà. Après, j'écoute pas mal le podcast parce que je cours beaucoup. Ouais. T'as des podcasts que tu nous recommandes? Le tien. Allez, je prends. Hacking HR. Ouais, non, le tien. Après, j'avoue que je suis assez éclectique. Tu vois, je vais pouvoir écouter un podcast, j'en sais rien, sur Bukowski, comme sur la physique quantique, parce que j'aime beaucoup aussi la physique quantique, comme une de tes invités. Un point commun avec Isabelle Mancel de Thalès, que je salue, Canon. Super éclectique, effectivement. En fait, j'ai pas de... Si tu veux, c'est un peu le hasard, encore une fois, mais c'est vraiment... ça va être une discussion, un mot qui va m'attirer sur un sujet, puis je vais creuser, puis ça va m'emmener dans le sujet d'après, etc.
Excellent. Et il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. Je sais que tu as eu des boulots qui ont été super intenses. On a parlé du conseil tout à l'heure, où je sais que tu as été un gros bosseur, sans compter les nuits et les déplacements. Comment tu fais pour aujourd'hui avoir ton équilibre de vie et réussir à organiser ta vie perso, pro? C'est une bonne question. Alors déjà, j'ai un sas. Je t'ai dit, je cours beaucoup. Pratique intense? Ouais, j'essaye de faire 10 km tous les jours, en fait. Ah oui, quand même. Attends, ça, c'est à la semaine, fin de semaine, ça fait pas loin d'un 2 fois marathon, quoi. Oui, voilà. Ouais. Alors, je compte plus en moi. Voilà, j'essaye de faire 200-300 km par mois. Mais, donc ça, c'est mon petit sas. Donc, soit c'est le matin, soit c'est le midi, soit c'est le soir. Mais puis là, j'en profite pour écouter des podcasts. Et après, non, j'ai un vrai régulateur. J'ai ma femme et j'ai 2 enfants en bas âge. Et je m'aperçois, je vais peut-être conclure sur ça, mais j'ai 2 personnes à la maison qui me montrent tous les jours qu'ils apprennent, qu'ils s'amusent, qui développent des nouvelles compétences. Et tous les jours, je suis bluffé par la capacité illimitée d'apprentissage. Et quand tu regardes ton organisation, quand tu regardes tes collègues, tes collaborateurs, faut les regarder, alors je ne veux pas dire comme si c'était tes enfants parce que c'est hyper réducteur, mais il faut les regarder avec cette jeunesse, quoi, dans le regard, c'est de les voir avec leurs yeux aussi, cette fraîcheur, de se dire on peut tout faire. Merci Thomas. On va rester sur ces mots de la fin super inspirants. Moi, je retiens une phrase qui m'a marquée que tu as dit. Tu as dit tu n'es pas à l'abri du hasard. J'aime beaucoup ce genre de phrase. On sent un homme aventurier. Merci à toi pour ce super témoignage et à très bientôt, ami de la RH. Merci beaucoup.